Bonjour à tous, Caroline Leroux, conseillère viticole à la Chambre d'agriculture du Rhône. Donc, j'ai en charge l'expérimentation, mais également tout ce qui concerne la biodiversité. Et je suis la référente bio sur le département du Rhône. Donc, ma mission dans le cadre de l'expérimentation m'a permis de mener des essais, notamment sur le black rot et le black rot de la vigne en agriculture biologique, puisqu'on avait détecté depuis quelques années en quelque sorte une impasse en bio vis-à-vis du black rot. Donc, suite à des échanges avec Éric Chantelot, on a essayé de caler une présentation pour vous faire un retour sur les résultats d'expérimentation, mais également de vous parler de mesures prophylactiques et un peu comment aborder la lutte en AB et quels sont les questionnements et perspectives au niveau des expérimentations qu'on peut avoir sur cette maladie. Donc au niveau du contexte des vignobles septentrionaux vis-à-vis du black rot et du Beaujolais en particulier, puisque c'est le vignoble sur lequel je travaille en règle générale. Donc les vignobles, donc il y a eu le contexte du sud-est présenté par Nicolas. Nous, dans les vignobles plus au nord, le black rot, la région où le black rot est le plus présent depuis de nombreuses années, c'est le vignoble du Beaujolais. Mais depuis à peu près 5 ans, le black rot pose des problèmes sur le vignoble bourguignon et on retrouve quelques symptômes en Alsace et en Champagne. Mais à l'heure actuelle, donc c'est surtout le Beaujolais, surtout la Bourgogne, mais également certaines vignes qui peuvent se trouver dans le Pilat rhodanien, donc au sud de Lyon. Il y a des viticulteurs en AB au sud de Lyon qui ont des dégâts assez réguliers avec cette maladie. Pour le vignoble du Beaujolais. Donc dans le vignoble du Beaujolais, le black rot a été détecté en 1894, mais on va dire dans ce qui est le plus récent, on a des dégâts significatifs depuis 1993. Le contexte est un peu particulier de 1993. Ça faisait suite à 91, la forte gelée dont certains doivent se rappeler. Et en 92, on a eu une récolte un peu plus abondante que les autres années. Il y a des vignes qui ont été pas récoltées ou récoltées qu'en partie. Donc on s'est retrouvé avec un fort inoculum fin 92 et on a eu des grosses attaques en 1993. Le gamay est signalé comme un cépage sensible, hein, les études l'avaient montré pendant le XXe siècle, il y a eu quelques études sur les sensibilités des cépages. Et le gamay est un cépage sensible. On a un mode de conduite qui reste très particulier, puisque sur une grande partie du vignoble, on est sur un gobelet haute densité ras du sol. Donc tous les organes en verre, donc sensibles au black rot, sont proches du sol, donc proches de l'inoculum. Et au début, donc, on avait pas mal d'attaques précoces, c'est-à-dire des coups de fusil sur feuille, des symptômes sur rafle, des symptômes sur sarment. Mais depuis quelques années, et je dirais depuis le début des années 2000, les attaques se sont différées dans le temps. Et nous, le problème que l'on a avec le black rot, c'est sur la fin de saison et les contaminations qu'on peut avoir jusqu'à l'éclaircissement des baies. Tant qu'une baie ne s'est pas éclaircie parce qu'elle est en train de verrer, on a des contaminations directes des momies sur grappe. Donc là, vous avez un symptôme caractéristique de sortie du black rot au moment un peu après la fermeture de la grappe. Pour illustrer cette évolution des symptômes du black rot, je vous ai mis un graphique qui représente un exemple de dynamique d'attaque sur grappe sans aucune tache sur feuille en début de saison. Donc c'est principalement ce que l'on rencontre depuis une quinzaine d'années. Donc on a eu en 2011 en fait, c'est le millésime 2011. Donc on n'a pas trouvé de taches sur feuille. Et à partir on a commencé à avoir quelques sorties sur grappe, quelques pluies au mois de juin, suite à quelques pluies du mois de juin. Et après, au mois de juillet, on a eu un début des épisodes pluvieux sous forme orageuse à partir du 7 juillet, et ce jusqu'à la récolte. Vous voyez, en Bordeaux, donc c'est la fréquence des grappes attaquées. Donc à la récolte, on est presque à 100% de grappes attaquées. Et on a eu une dynamique très importante, puisqu'à la récolte, on était à 52% d'intensité. Donc l'intensité, c'est bien la surface moyenne occupée par la maladie sur les grappes. Voilà un exemple que l'on a assez couramment.
On va dire que 2011, c'est la dernière grosse attaque que l'on a eue comme ça. On voit quelques attaques sur quelques parcelles depuis, mais on n'a jamais eu ces intensités d'attaque. On a eu 2 grosses années difficiles, 2010 et 2011. En 2015, pour nous, contrairement aux collègues du sud de la France, on a eu une sortie généralisée de symptômes en début de saison autour du 20 mai. Et en fait, ça ne s'est jamais concrétisé par une attaque sur grappe, sur les grappes après fermeture de la grappe, puisqu'on a eu une fin d'été plutôt sèche. Juste pour vous illustrer, donc le vignoble du Beaujolais, on est en récolte manuelle. On peut faire du tri au cep. Et on a surtout des attaques de post-fermeture. Donc je voulais simplement vous illustrer l'impact du Black Rot sur le rendement. Donc là, c'est des données issues de l'essai qu'on a mis en place de 2011 à 2014, où on avait la première année 4 modalités, c'est-à-dire un témoin non traité contre le Black Rot, mais protégé contre le mildiou et l'oïdium. Ça, c'est important dans les expérimentations. Si on veut travailler sur le Black Rot, il faut pouvoir se protéger des autres maladies, parce qu'il faut bien mesurer que l'impact sur le Black Rot. Il ne faut pas que, par exemple, les témoins soient détruits par le mildiou ou l'oïdium, auquel cas on ne peut pas faire de mesures réelles. Donc on avait les mesures prophylactiques seules, qui consistent en du piochage, l'enlèvement des différents inoculums, une référence conventionnelle, puisque donc dans l'esprit de nos essais, on met des modalités en bio, mais on fait toujours une référence en conventionnel pour l'ensemble des viticulteurs du Beaujolais, et une modalité bio sans mesure prophylactique. Donc là, vous avez le nombre de grappes avant tri. Donc on était sur un niveau de récolte assez élevé, entre 13 et presque 17 grappes. Après tri, c'est-à-dire les grappes qui nous semblaient suffisamment en état pour être vinifiées. Donc vous voyez, le Black Rot fait énormément de dégâts, puisque en fait on a une réduction de rendement sur le témoin non traité et les mesures prophylactiques seules, 90% de réduction du rendement, tandis que sur la référence conventionnelle et le bio sans mesure prophylactique, on est autour de 50% de réduction du rendement. Voilà. Au-delà de ça, nos collègues de la Sycarex Beaujolais ont vinifié donc ces essais, mais on n'a pas réussi à mettre en évidence un quelconque problème ou une quelconque déviation liée à la présence de Black Rot. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc au niveau des résultats d'expérimentation, donc c'est un essai qui a eu lieu sur 4 ans de 2011 à 2014. C'est un essai en méthode CEB avec 4 répétitions. Donc on a mis en place cet essai sur 4 années, et on a gardé sur ces 4 années d'expé les parcelles élémentaires avec mesures prophylactiques. On a toujours gardé les mêmes parcelles élémentaires avec les mesures prophylactiques pour essayer de voir si au cours du temps, le fait d'enlever les momies, de piocher, d'enfouir, on avait une influence sur l'expression du Black Rot. Les modalités. Donc on avait commencé, en fait c'était, si vous voulez, c'était un peu nouveau pour nous en termes d'expérimentation. Donc on a commencé petit, c'est-à-dire on a mis en place 4 modalités. La première année, donc 2011, c'est là l'année où on a eu une forte attaque. Donc le témoin était à 52,6 d'intensité, pour vous dire que la récolte était bien détruite et en partie. Donc on a mesuré les mesures prophylactiques seules, les résultats, la référence conventionnelle et le bio sans mesure prophylactique. Pour nous, qu'est-ce que c'était le bio ? On était encore sous le cahier des charges à 6 000 grammes de cuivre métal. Donc c'était 10 traitements à 600 grammes de cuivre métal associés à 8 kilos de soufre en spécialité commerciale. Et ça tout au long de l'année. Et on a commencé au début les traitements, c'est-à-dire quand les péritès étaient mûrs et que des organes verts étaient présents. Donc le nombre de traitements, donc 7 ou 8 selon la modalité. En quantité de cuivre métal, donc on était à 4,7 pour le bio, et en soufre, donc là c'est en substance active, on était à 57 kg. En fréquence, donc c'était assez élevé, donc 99% pour la mesure prophylactique, 95% pour le bio. Le conventionnel est un petit peu moins, à 63%. Ce qui est beaucoup plus intéressant de voir, c'est l'intensité d'attaque et l'efficacité. Donc les mesures prophylactiques,
seul, on était à 17% d'efficacité. La référence conventionnelle, 90% d'efficacité. Et le bio sans mesure prophylactique, on était à 70% d'efficacité. Donc là, ça a été un peu une découverte pour nous. On s'était basé sur les travaux du CEDAR Bio en 2010 pour mettre en place ce protocole. Et en effet, moi j'étais un peu sceptique au départ sur l'efficacité du cuivre et du soufre vis-à-vis du black rot. Donc cet essai dans un cadre où il y a eu une forte attaque, en effet, on remarque que le cuivre et le soufre avaient une efficacité. Même si les produits cuivre et soufre ne sont pas homologués black rot, malgré tout, on avait une certaine efficacité. Donc cet essai s'est poursuivi. On voulait en savoir plus sur le bio. Donc le bio, c'était le cuivre et le soufre. Le CEDAR Bio avait dit que le cuivre était peut-être... il y avait un effet dose. Donc moi, j'ai voulu savoir qui faisait le travail du cuivre ou du soufre, et j'ai voulu intégrer une réduction de dose de cuivre pour voir comment ça se comportait. Bon, on a été un petit peu déçus parce que depuis 2012, on n'a pas de grosses intensités d'attaque. Enfin, ça donne quand même quelques pistes de travail. Donc, il y avait sur cet essai 8 modalités. De 2012 à 2014, donc on est plutôt en faible attaque, à 6,7. Hein. Une attaque qui serait intéressante à avoir, il faudrait être au moins à 15% d'intensité pour pouvoir bien mesurer. Donc, on a toujours la modalité mesure prophylactique seule, la référence conventionnelle, le bio sans mesure prophylactique, le bio avec mesure prophylactique, le cuivre uniquement. Donc le cuivre, c'est la même stratégie que le bio, sans le soufre en termes de dose. Le soufre uniquement, donc même stratégie que le bio, mais sans le cuivre. Et le bio, alors demi-dose de cuivre, donc c'est-à-dire 300 grammes à chaque application, plus 8 kg de spécialité commerciale. Donc vous avez le nombre de traitements. Les doses de cuivre métal, donc vous voyez, hein, on est autour de 5 kg en moyenne sur ces 3 années. Pour la demi-dose, on est à 2,6. Donc ça correspond à ce qu'on recherchait. Et au niveau du soufre, on n'est pas sur des grosses quantités. Ça correspond assez bien à ce qu'on a dans le vignoble du Beaujolais en termes d'utilisation du soufre. Voilà, donc... Pour les mesures prophylactiques seules, si on fait la moyenne de l'intensité, par rapport à la faible attaque moyenne, on peut dire que les mesures prophylactiques, dans ce cas-là, n'apportent pas d'efficacité. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que la référence conventionnelle, ça fonctionne. Le bio, sans ou avec mesures prophylactiques, on est quand même, en cas de faible attaque, sur cette situation, on a des bonnes efficacités. Par contre, ce que l'on remarque, et ce qui est intéressant sur cet essai, c'est de voir que, en termes de fréquence d'apparition et d'intensité de maladie, c'est à relativiser avec l'intensité d'attaque, mais le soufre, à 98% d'efficacité, apporte moins que le cuivre en termes de fréquence d'apparition. Donc il semble quand même qu'il y a quelque chose avec le soufre et que le cuivre, on a peut-être quelque chose aussi au niveau de la dose. Bon, je regarde un petit peu les essais qui ont été faits à droite, à gauche. En effet, hein, sur les résultats d'expérimentation du peu d'essais qu'il y a eu en France sur le black rot, il semble qu'on a une dose seuil de 300 grammes de cuivre métal et une dose seuil de 6 kg de soufre mouillable en produit commercial. Donc, c'est à retravailler, mais ça donne quand même des pistes de travail assez intéressantes. Je dirais les points à retenir sur cette expérimentation. Donc les mesures prophylactiques, il y a peu d'efficacité, même en 2014, alors qu'on était en 4e année de nettoyage. C'est-à-dire qu'on avait enlevé tous les bois, tous les momies, pioché, et sur les 2 dernières années, motoculté l'interrant. Donc c'est assez... on se pose beaucoup de questions sur les mesures prophylactiques. On est dans un cadre de vignes de haute densité. Donc, moi, la question que je me pose, c'est en nettoyant, ou est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, quelques momies qui tombent au sol et qui restent contaminantes, hein, enfin, qui remûrissent chaque année et qui recontaminent derrière. Donc, la référence, il y a d'excellents résultats. Il y a des bons résultats sur l'association cuivre et soufre, et il y a moindre présence de black rot pour la modalité soufre en comparaison à la modalité cuivre. Et il semblerait qu'il y ait un effet dose. À 300 grammes, c'est moyen. Visiblement, il faut monter un petit peu plus si on veut travailler avec le cuivre. Et la prophylaxie, vous me direz, donc, je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Donc là, déjà, je vous mets une photo
comment dire, une photo de la situation du mode de conduite Beaujolais. Donc je vous parlais du gobelet ras de terre, hein. On est à 1 mètre sur 80, donc en fait tout est proche. Il y a des rangs de garde, hein, pour l'expérimentation. Mais en fait, la question pour les mesures prophylactiques, on se pose, une momie qui est là, ou qui est là, est-ce qu'elle ne va pas projeter jusque-là? Ça, c'est une question. Donc, chaque année, les autres modalités, hormis les 2 modalités mesures prophylactiques, donc on se faisait des petits tas de black rot et on les redistribuait sur les autres modalités pour entretenir un haut niveau d'inoculum. Donc ça, c'était le sol avant le nettoyage. Donc vous voyez beaucoup de bois, beaucoup de momies. Et après nettoyage, on arrivait à avoir quelque chose d'assez propre. Mais visiblement pas suffisamment pour avoir une efficacité satisfaisante. Voilà, donc nous, comme ça, on essaie, on essaye de copier ce qui se fait en grandeur nature. Donc nous, on utilisait la pioche... Donc la pioche pour travailler, au début elle était enherbée, donc on travaillait l'interrang à la pioche, on retournait au mois d'avril, donc c'est ce qui est conseillé d'enfouir avant le début de la saison. Donc on piochait, et les 2 dernières années on motocultait, hein, c'est c'est l'appareil à peu près qui peut passer entre rangs en expé, donc ça faisait des sols assez bien propres et nettoyés. Voilà un petit peu en quoi consistaient nos mesures prophylactiques. Après, pour les mesures prophylactiques du Beaujolais, vous avez vu, hein, c'est des vignes qui n'ont pas de fil. Donc il n'y a pas de vrille après les fils. Il n'y a rien qui s'accroche au piquet. Donc tout se passe au sol. Sur les autres vignobles, bien sûr, il y a des choses qui se passent au niveau du palissage, au niveau du piquet. Donc c'est à réfléchir entre nous de la façon dont on pourrait aborder ce sujet. Au niveau de la préconisation en AB, donc il faut éviter ou éliminer toutes les sources de contamination. Nous, on est en récolte manuelle, donc c'est beaucoup plus facile d'éliminer les sources de contamination, puisque là où il y a eu des grosses attaques de black rot, on conseille aux viticulteurs de faire trier les vendangeurs en dehors de la parcelle, c'est-à-dire d'utiliser une table de tri et de faire trier à l'extérieur de la parcelle pour éviter de remettre de l'inoculum. Alors, la question aussi, en bio, comme on n'a pas énormément d'outils, donc c'est plutôt de commencer la lutte dès la maturité des péritès, hein. On peut faire une différenciation entre les parcelles à historique et les autres parcelles, moyennement sensibles ou sensibles. Pour l'instant, nous, on est plutôt pour le début de la lutte black rot sur le vignoble du Beaujolais. On est sur une lutte qui commence en même temps que le mildiou, puisque nous, c'est surtout la fin de saison qui nous intéresse, et de ne pas avoir de dégâts sur grappe. Intervenir avant la pluie, donc se positionner automatiquement avant un épisode pluvieux annoncé. Piloter ses interventions en fonction des lessivages et des prévisions météo. De moduler les doses de cuve en fonction du risque mildiou. Et par contre, garder un bon niveau du soufre mouillable. Pour l'instant, je pense que si on veut de garantie avec les essais et les résultats d'essais qu'il y a chez nous ou dans d'autres vignobles, c'est bien de ne pas trop descendre en dessous de 8 kg de spécialité commerciale. Et de bien poursuivre les traitements jusqu'à éclaircissement des baies. Parce qu'en fait, il faut vraiment se prémunir des attaques tardives, parce que c'est ce qui va constituer l'inoculum pour les années d'après. Donc si un jour vous avez un inoculum important, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre dans le Sud, qu'en 2014 il y avait eu des contaminations tardives, c'est ce qui fait l'inoculum pour des années, parce qu'en fait l'inoculum va contaminer l'année d'après s'il y a les conditions climatiques favorables, mais l'inoculum peut se garder quand même un certain nombre d'années. Donc il y a 15 ans, en Beaujolais, l'idée, c'était pour pouvoir réussir sa lutte contre le black rot, ça prenait au moins 3-4 ans. Voilà. Donc là, vous avez une tache de black rot au début de son apparition. Voilà. Qui peut être confondu avec une tache de botrytis.
Au niveau du questionnement et des perspectives, donc on a quand même beaucoup de choses à éclaircir. Donc combien de temps les momies peuvent se conserver et quelles sont les conditions réelles pour leur différenciation. Les momies, quand elles arrivent en fin de saison, c'est un amas indifférencié. Et il faut vraiment l'effet de la fin d'hiver pour que ça se différencie et que les asques et les ascospores soient présentes. Il faut détecter il faut détecter leur maturité et faire un suivi des expulsions pour voir si en fin de saison, on a encore des asques qui sont encore pleines d'ascospores. Alors, par rapport à ce qui s'est passé dans le sud, la question que je me pose, c'est comment se prémunir des contaminations les plus intenses et les plus longues, hein, avec des pluies à 80 mm qui peuvent durer longtemps et qu'on ne peut pas réintervenir parce que les vignes ne sont pas, elles sont pas praticables. Et jusqu'à quel stade il faut les protéger, mais visiblement jusqu'à mi-véraison, si on veut être garanti sans black rot. Et puis, quel est l'impact des attaques précoces sur les attaques tardives? Je ne sais pas ce que nous, vignobles de Beaujolais, c'est vraiment les attaques tardives avec les momies directes qui attaquent les grappes. Et on ne sait pas quel est l'impact des taches sur feuilles sur les attaques sur grappes tardives. Voilà. Et comment positionner au mieux ces traitements. En conclusion aux perspectives, donc, il faut surtout bien identifier la maladie. Et je pense que depuis quelques années, je suis alertée par des collègues du Sud qui ne savaient pas nécessairement identifier la maladie dans sa phase momie sur grappe au moment de la récolte. Donc il ne faut pas les confondre ni avec le rot de brun, ni avec les coups de soleil, ni avec autres dessèchements. Contrairement aux autres maladies, l'inoculum reste sur les rafles. Donc, dans le cas de récolte mécanique, c'est vrai que les momies, elles restent bien sur les rafles et que ça peut être un facteur aggravant. Quelles peuvent être les autres sources d'inoculum? Donc les sarments, le bois, enfin il y a plein de questions là-dessus. Et jusqu'à quelle distance les momies peuvent-elles contaminer les grappes ou les feuilles? Et jusqu'à présent, la maladie a été peu travaillée en AB. Il y a assez peu de références et il y a quand même en 2016, pour répondre à cette question, il y a un certain nombre d'essais qui vont être mis en place dans différentes régions pour aller plus loin dans les réponses vis-à-vis de cette maladie. Voilà l'exemple caractéristique d'attaque tardive au moment de la récolte.